te dirai ce que tu deviendras. Choisis-moi, je suis le livre, j'ouvre à la connaissance immense. Choisis-moi, je suis le livre, maître. Bienvenue fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Umoja. Merci de vous associer à notre programme Un livre, 1000 idées. Aujourd'hui, nous avons la joie de parler de l'écologie. Écologie que notre invité pourra nous expliquer tout à l'heure. Bien sûr que vous avez déjà entendu parler de l'écologie, mais pas de connaissances approfondies quant à ce. Pour en parler, nous avons invité M. Chibangu, géographe et en même temps environnementaliste. Il a sorti pratiquement 4 livres pour les 3 degrés de l'enseignement des humanités. Alors, un livre de première scientifique, écologie générale première scientifique, écologie générale deuxième scientifique, écologie générale de troisième scientifique, écologie générale quatrième scientifique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'écologie générale, la Terre, notre planète vivable, troisième des humanités. Alors, c'est une production de M. Jean Chibangu Kabea, livre édité aux éditions BAMS depuis cette année 2024. Monsieur Chibangu, bonjour. Bonjour, Monsieur Samuel. Avec vous, nous allons parler de cette nouvelle publication Écologie générale. Pourquoi cet attrait, cette attirance vers l'écologie? D'abord, qu'est-ce que l'écologie pour vous? Par définition, l'écologie, d'abord c'est un mot qui tire ses origines du grec, oikos, qui veut dire habitat. Donc par définition, l'écologie c'est une science qui étudie l'habitat, donc les milieux de vie. Voilà, c'est quelques mots que je peux définir l'écologie. Donc c'est l'habitat. L'habitat, les milieux de vie. Ce qui nous entoure. Mais c'est quoi vos motivations de parler de l'écologie de temps en temps? Vous en êtes à la 4e production. Oui. Et toujours c'est écologie générale, jusqu'à atteindre la 4e année, anciennement appelée 6e des humanités, et spécialement pour les élèves qui suivent la scientifique. Alors, c'est quoi qui vous motive concrètement? Oui, cher Samuel, comme vous aussi, au regard de tout ce qui nous entoure, au regard de la nature, les arbres classés tels que les arbres fruitiers, les céréales, les fleurs, donc la diversité des êtres vivants. Au regard de tout ça, j'admire vraiment la nature. J'admire la nature, comme vous également. J'espère que vous admirez aussi la nature. Ouais. Ah, oui. C'est la terre, notre mère qui nous porte, comme disait Saint François d'Assise. Et donc, la nature et tout ce qu'elle nous produit de bien, et toutes les merveilles qu'elle nous fournit à tout moment. Voilà, tout à fait. Donc, les admirateurs de la nature, on est vraiment nombreux. Est-ce que tous nous avons la maîtrise des normes environnementales? Est-ce que nous connaissons les exigences de l'environnement ou nous savons seulement le bien de la nature sans tenir compte de ces exigences? Voilà pourquoi j'ai jugé bon de mettre les quelques normes environnementales par écrit pour aider nos très chers amis, nos amis de la lecture, à comprendre que la nature a aussi ses exigences et ses normes qui doivent être respectées pour arriver à survivre et profiter. Donc, protéger la nature, la protéger pour notre propre bien, et le bien aussi des autres espèces. Tout à fait, pour profiter au mieux cette nature-là. Voilà pourquoi j'ai mis les quelques normes par écrit, identifier les problèmes et proposer aussi des solutions. Revenons à vos publications. Vous êtes à la 4e publication et vous parlez toujours de l'écologie générale, C'est quoi la particularité de chacun de vos livres?
Voilà. Parce que vous en êtes à la quatrième. Partons de la... Application. Tout à fait. Partons de la première. Ici, il s'agit des notions préliminaires de l'écologie. En première En année première, scientifique. en première année scientifique. Les définitions générales. D'abord, la définition de l'écologie, comme on vient de la faire tout de suite là. L'écosystème. Nous avons défini l'écosystème comme un milieu de vie, l'ensemble des êtres vivants en interaction avec leur milieu qui constitue les Vivre en biotopes, symbiose. qui vivent en symbiose. Voilà, nous allons parler d'ailleurs de ces interactions-là, mais des relations déjà qui existent entre les êtres vivants et leur milieu de vie, qui constitue déjà un écosystème. Les écosystèmes sont nombreux à travers la planète. Nous les avons identifiés, nous les avons aussi définis selon leur taille, les macro-écosystèmes, les méso-écosystèmes et les micro-écosystèmes. Nous avons aussi parlé des organismes qui s'intéressent aux notions de l'environnement au niveau mondial, par exemple. Les organismes qui financent des projets pour lutter contre Je vais parler aussi de Laudato Si. Laudato Si qui s'intéresse à la protection de la nature. Ouais. Ah, tout à fait, dans le même ordre d'idée. Voilà, les organismes de ce genre sont nombreux à travers la planète. Nous les avons identifiés dans le livre d'écologie première scientifique. Alors, pour la deuxième, nous avons mis un accent particulier sur la gestion des déchets et la pollution. Pour gérer les déchets, on commence par les identifier. On identifie les déchets biodégradables, les déchets non biodégradables. C'est en ce moment-là qu'on pourra... En tenant compte des milieux ambiants. Oui, en tenant compte des milieux. C'est en ce moment-là qu'on pourra mieux les prendre en charge. On prend les déchets en charge, ce n'est que lorsqu'on les identifie correctement. On sait voir quels sont les déchets qui se dégradent dans ces laps de temps, les déchets biodégradables, qui seront transformés en compost pour enrichir le sol. Les déchets qui ne se dégradent pas dans un laps de temps, les déchets non biodégradables, comment les prendre en charge? Comme les déchets, par exemple, encombrants, ainsi de suite. Les déchets dangereux, les déchets médicaux, plastique, ainsi de suite. Nous les avons identifiés dans le livre d'écologie deuxième. Ainsi que la pollution, qui est aussi une conséquence de la mauvaise gestion de déchets. La pollution olfactive, par exemple. Lorsque vous déchargez les déchets, par exemple, biodégradables, d'une manière sauvage, permettez le terme, irresponsable. Ces déchets au contact de l'humidité dégagent des odeurs nauséabondes qui entraînent alors la pollution, qui font appel aux mouches qui seront à ce moment-là vecteurs des maladies de mains sales. Nous les avons identifiés. Nous avons aussi proposé des solutions, des méthodes pour prendre en charge les déchets, les gérer correctement sans affecter aussi l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, nombreux trouvent mieux de gérer des déchets, donc d'opter pour l'incinération des déchets, brûler les déchets. Qui engendre encore une pollution. Ce qui engendre encore une pollution atmosphérique en ce moment-là. Or, tous les déchets ne sont pas à incinérer. Donc, nous avons proposé, on a parlé en long et en large pour ceux qui cadrent avec la gestion et quelques notions d'hygiène aussi. Alors, en troisième, il s'agit de l'écologie urbaine. L'écologie urbaine qui traite les problèmes environnementaux dans les milieux urbains. Les problèmes environnementaux liés toujours à la pollution, à la mauvaise gestion des déchets. Nous sommes dans un milieu urbain, vous pouvez vous-même les constater. Liés aussi à l'assainissement. Bientôt la saison des pluies, nous ferons face à un problème sérieux de la gestion des eaux de ruissellement. Ouais, n'est-ce pas? Les caniveaux. Est-ce que ces caniveaux sont tirés? Les déchets qui sont charriés par les eaux de pluie. Par les eaux de pluie. On ne sait pas où est-ce qu'ils finissent. Voilà, on ne sait pas où est-ce qu'ils finissent. Mais bien sûr que c'est dans les cours d'eau où il y a des êtres vivants. Ouais, n'est-ce pas? Ils seront asphyxiés. Asphyxiés, voilà, n'est-ce pas? Donc tous ces problèmes-là, nous les avons épinglés dans des livres d'écologie troisième, les problèmes environnementaux, ainsi que proposer des solutions idoines pour pallier à ces problèmes-là environnementaux. Alors, pour ce qui est de l'écologie quatrième, que vous voyez là dans les rayons. L'écologie quatrième. Ah oui. Là, c'est toujours la Terre, notre Terre. Toujours la Terre, notre planète vivable. Vivable. Oui. Là, nous avons beaucoup plus
parler de la biodiversité. Ok. La biodiversité, si on peut couper les mots en deux, bio et diversité, diversité des êtres vivants. Vivons la vie et Voilà. dans sa diversité. Dans sa diversité, quelles sont les interactions entre les êtres vivants? Quelles sont alors les actions posées par l'homme dans cette biodiversité? Quelle est sa part de responsabilité? Les écosystèmes, bien sûr. Quelle est sa part de responsabilité dans la gestion de la biodiversité? Voilà. C'est en quelques mots la particularité de chaque livre. On peut revenir maintenant à ce livre qui nous réunit aujourd'hui, L'écologie générale, la Terre, notre planète, troisième des humanités scientifiques, où vous mettez l'accent sur la dégradation de l'environnement. Oui. Qu'en est-il concrètement? Et là, vous dites, on peut connaître c'est quoi la dégradation? Tout moment, c'est devenu, c'est un vocable à la une, en vogue, dégradation. Dégradation par ici, dégradation par là. Qu'est-ce que c'est la dégradation? Par définition, la dégradation, c'est la perte de la capacité de l'environnement à produire ou à satisfaire les besoins de la biodiversité. Nous, en tant qu'êtres humains, nous faisons aussi partie de cette biodiversité-là comme être vivant. Maintenant, tant que l'environnement n'a plus cette capacité-là de produire comme il faut, là, nous assistons à la dégradation. On peut illustrer, par exemple, un sol qui n'arrive plus à produire les cultures comme il faut parce qu'il y a rareté de pluie. Il y a une prorogation de quoi? De la saison sèche. Et du coup, les cultures passent au jaune parce que les cultures ne bénéficient pas de l'humidité. Les sols qui deviennent moins fertiles. Du coup, il y a dégradation parce que les biotopes n'arrivent plus à donner les meilleurs aux êtres vivants qui dépendent de lui. Il y a une dégradation du sol en ce moment-là. Donc, cette dégradation dépend de plusieurs milliers de vies et plusieurs aspects. Hein. Donc c'est la perte de qualité première. Voilà, la perte de la capacité de l'environnement à satisfaire les besoins de la biodiversité. À répondre correctement aux des êtres vivants. Des êtres vivants, okay. C'est ça. Alors, quel est le principal auteur? Parce que quand on parle de la dégradation, est-ce Dieu qui nous prive de la pluie? C'est quoi? Tout d'un coup, on assiste à des pluies qui se raréfient. À l'époque, quand on étudiait, le mois de septembre, on les commençait déjà par des grosses pluies. Mais ces dernières années, il faut aller jusqu'à décembre pour voir assister à des pluies torrentielles. C'est quoi ces changements? Qui est la cause principale et qui est pointé du doigt dans cette dégradation? Celui qui est indexé, moi je trouve que c'est les responsables lui-même à qui on avait confié la gestion de la nature. Et c'est l'homme, n'est-ce pas? Voilà. Pour satisfaire ses besoins, il procède par certains travaux qui affectent aussi l'environnement. Il procède par certaines actions qui touchent l'environnement. Par exemple, pour avoir un terrain, pour faire les champs, construire la maison, il faut défricher, couper les arbres. Mais cela a une conséquence sur l'environnement. On coupe les arbres et c'est déjà une déforestation. Or, en coupant les arbres, il y a risque de perdre les espèces végétales, il y a risque de perdre les espèces animales, il y a risque de connaître les changements. Mais l'homme doit vivre, ça nous devons nous le dire, l'homme doit vivre quand il abat ces arbres-là, soit c'est pour plusieurs causes. Pour avoir de bois de chauffe, et puis les charbons, ce qui n'est pas mal dans un contexte de pauvreté extrême où l'électricité n'existe que de nous parfois. Alors comment vivre, comment interdire aux gens de ne pas battre des arbres? Voilà. Moi, je pense. Alors comment remédier à cette politique-là de coupure d'arbres? Il faudra le faire de façon responsable ou il faudra reboiser parce que c'est inévitable. Dire que ne coupez plus les arbres, c'est interdire aux hommes de vivre. De vivre, voilà. C'est ce que je vous ai dit à mon introduction, que nous avons identifié les problèmes et proposé aussi des solutions idoines, n'est-ce pas? Voilà. Parmi les solutions, d'ailleurs pour ce qui cadre avec la gestion forestière,
il est conseillé à l'homme de procéder aussi au reboisement. Ok. Vous coupez un arbre, mais pensez à planter des jeunes arbres pour remplacer les arbres que vous avez coupés. Ok. Ouais, n'est-ce pas? Un arbre qui est déjà vieux, c'est déjà un problème pour l'environnement. Cet arbre peut poser des dégâts, mais il est autorisé de le couper, bien sûr, avec l'autorisation de l'autorité urbaine. C'est l'autorité qui nous donne cette autorisation par écrit pour abattre un arbre. Mais bien sûr, en pensant aussi à reboiser. De cette façon-là, on peut gérer. Même dans votre propre parcelle, il faudra une autorisation extérieure pour l'abattre. Un gros arbre, un vieux arbre, pour l'abattre, il faut une autorisation. Les sols et les sous-sols appartiennent à qui? C'est à l'État. Pas à Dieu. Oui. Oui. D'accord, merci beaucoup. Okay. Alors, merci, vous parliez de la dégradation, comment la coupure d'arbres, et puis il y a quoi encore? On parlait de... Ouais, voilà, j'ai cité l'homme qui est indexé. Par exemple, pour ce qui est de la déforestation, mais il y a aussi la pollution liée aux activités industrielles. Déjà, la pollution atmosphérique, à 70%, la pollution atmosphérique est causée par les activités industrielles, surtout pour ce qui est cadre avec le raffinage du pétrole. Des métaux. Voilà. Okay. Des métaux lourds dans les industries de transformation. Des métaux, les lingots, comment obtenir les lingots. Il y a des travaux, des concassages, la transformation des matières premières, comment obtenir l'acier. Il y a beaucoup d'énergie qui sont engagées pour obtenir cela. Et en engageant beaucoup d'énergie, mais c'est une pollution qui est constatée au niveau de l'atmosphère. C'est ça. Alors, j'ai cité la déforestation, les activités industrielles, il y a aussi les activités agricoles. Lorsqu'on utilise par exemple les pesticides dans les champs, les pesticides ce sont des substances utilisées pour détruire les ravageurs, tout comme réduire leur propagation dans les champs. En utilisant des pesticides, on appauvrit les sols en même temps. Surtout lorsqu'il y a de fortes pluies. Les eaux de pluie entraînent ces empoisonnements dans les sols au risque d'atteindre même la nappe phréatique qui nous donne de l'eau, n'est-ce pas, à boire par les pluies. Voilà. Par les eaux de ruissellement, ces métaux ou ces empoisonnements peuvent être traînés jusque dans la rivière. Et lorsque ces empoisonnements sont traînés dans la rivière, il y a risque de perdre les êtres vivants, donc les poissons qui vivent dans l'eau, ou entraîner aussi des maladies hydriques, parce que la population riveraine n'utilise que l'eau de rivière. Mais déjà que ces empoisonnements ou ces pesticides empoisonnent déjà l'eau des rivières, il y a risque de connaître ces dégâts-là. Donc les activités posées par l'homme ont toujours des conséquences. Voilà pourquoi nous avons proposé beaucoup de solutions. Je me réserve d'autres questions sur l'homme, parce qu'on ne peut pas dire qu'il faudra supprimer l'homme, mais on va continuer à conscientiser l'homme. Alors, peut-on aussi confirmer que la sécheresse est l'une des causes de la dégradation de la nature? C'est aussi l'homme qui en est la cause? Comme il y a des fortes sécheresses dans certaines régions du monde, c'est toujours l'homme. L'homme n'est pas forcément l'agent causal de la sécheresse, mais plutôt la sécheresse, c'est une forme de dégradation naturelle. Alors, quand est-ce qu'on parle de la saison, de la saison sèche et de la sécheresse? On parle de la sécheresse lorsqu'il y a carence de pluie, lorsque la période de la saison sèche devient très longue et très large. À ce moment-là, on parle de la sécheresse. Alors, nous distinguons trois types de sécheresse. La sécheresse météorologique, que nous connaissons actuellement, qui est liée à la période de rareté de pluie. On est censé avoir beaucoup de pluie, mais elle refuse de venir. Pas forcément. À la période caractérisée par la rareté des pluies. Comme ici chez nous, il s'agit du climat tropical sec. La saison sèche dure 6 à 7 mois. L'année passée, la saison sèche est allée jusqu'à 8 vers 9 mois. Là, c'est déjà une forme de sécheresse. Pourquoi? Parce que cette période devient plus large que prévu. Ouais, n'est-ce pas? Là, c'est la sécheresse météorologique. On parle de la sécheresse agricole lorsque celle-ci affecte les cultures agricoles. Donc, c'est une forme de sécheresse météorologique, mais à ce moment-là, qui affecte aussi les cultures. Ouais, n'est-ce pas? La sécheresse
hydrologique. Celle-ci affecte la nappe phréatique. La nappe phréatique qui n'est plus approvisionnée en eau, alimentée en eau de pluie, parce que les pluies se font rares et du coup, elle sèche aussi. Et il y a des coupures d'eau. Il y a des coupures d'eau et tout le monde crie, l'eau a tari dans les puits d'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a eu rareté des pluies. Ce sont ces mêmes eaux de pluie qui s'infiltrent dans les sols pour alimenter la nappe. Comment y remédier? Quelles solutions proposez-vous dans les livres? Les solutions sont telles qu'il faut lutter contre la pollution atmosphérique, lutter contre la déforestation. L'évaporation, à 60%, est entraînée par les arbres, par évapotranspiration. Les arbres dégagent aussi des vapeurs d'eau qui forment les nuages pour apporter les pluies. Maintenant que ces arbres-là sont en train d'être abattus, est-ce que nous aurons des pluies? Une bonne cause, mais il faut tenir compte des conséquences. Il faut tenir compte des répercussions. Voilà. Voilà pourquoi il faut les faire de manière responsable. Voilà. Alors, quelles sont alors les conséquences de cette dégradation? Les sols qui se dégradent, la terre qui se dégrade, l'environnement qui se dégrade. Et à quoi faut-il s'attendre? Voilà. Dans la nature? Oui, dans le futur. Dans le futur. À quoi s'attendre? Parce que là, vous avez évoqué des cas de longues sécheresses météorologiques. Ici à Lubumbashi, par exemple, la saison sèche qui est censée prendre 7 mois, 7 mais mois, va jusqu'à 8 ou 9 mois. Il y a une certaine prolongation. C'est ça. Que faut-il redouter dans cette dégradation? La conséquence est telle que, en amont, il y a une pénurie certaine de nourriture, n'est-ce pas? Et en aval, la famine. Pourquoi? Parce que le sol ne produit plus les cultures et du coup, on est affamé, on n'a pas de nourriture, on est obligé de faire quoi? D'émigrer, de quitter la région affectée par de longues sécheresses pour aller dans des régions humides, par exemple dans les régions équatoriales. Déjà, en histoire, on nous a appris qu'il y a eu des migrations au niveau du Sahel. Il y a la plupart d'habitants, les Sahéliens qui ont quitté les Soudans vers l'Afrique centrale pour se procurer de l'eau et pour leur bétail. C'est une conséquence de la sécheresse. On n'arrive plus à cultiver et avoir de la nourriture et c'est la famine. Si cette situation n'est pas vraiment prise au sérieux, la conséquence c'est quoi? Mais nous risquerons de connaître la guerre de l'eau. La guerre des aliments, juste pour avoir à manger, allez, il faut se battre. Comment on dit ça? Ça va appartenir au plus fort, au plus riche. Au plus riche, voilà, n'est-ce pas? Ce sont des conséquences qu'il faut prévenir à la longue. Nous ne devons pas oublier que dans les jours à venir, nous aurons des générations futures, n'est-ce pas? Ces générations futures vont bénéficier de quoi? Pendant que, pour l'instant, on est en train de dégrader, de détruire l'environnement. C'est une conséquence. Une autre, c'est le réchauffement climatique. Aujourd'hui, on vous parle du changement climatique. Le changement climatique qui part d'abord du réchauffement, puis le changement, avec les mêmes conséquences que je venais de citer. La rareté, il y a perte de la capacité du sol à nous donner de la nourriture comme il faut. Merci, M. Jean Chibangu Kadea. Revenons à la répartition ou à la notion de biodiversité. Pourquoi il y a une inégalité quant à la répartition des espèces vivant sur la Terre? Voilà. Cette répartition inégale est due à l'adaptation. Ça, c'est dit à la page 59 de votre livre. Voilà. Cette répartition inégale est due à l'adaptabilité des espèces. Donc, la question que vous venez de poser fait appel aux notions d'adaptabilité des espèces concrétisées par la valence écologique. C'est quoi la valence écologique? La valence écologique, c'est la capacité d'une espèce à s'adapter ou à coloniser les différents milieux. Donc, il y a des espèces qui ont ces capacités-là. Donc, vous l'amenez, par exemple, en Zambie, l'espèce s'adapte. Vous amenez l'espèce en Éthiopie, l'espèce s'adapte. Vous amenez l'espèce, par exemple, aux États-Unis, l'espèce s'adapte. Et là, il s'agit de quelle espèce en premier lieu? C'est nous, êtres vivants. L'homme. L'homme est une espèce aérienne.
qui a la capacité de coloniser et s'adapter aux différentes conditions climatiques à travers la planète. Alors, quelles sont les différentes interactions qui existent alors entre ces êtres vivants-là qui évoluent dans un écosystème? Voilà. Dans un écosystème, nous avons regroupé des interdépendances. Il y a d'une part les interdépendances positives et d'autre part les interdépendances négatives. Quand est-ce qu'on parle des interdépendances positives? C'est lorsque les espèces se rendent des services mutuels. Interdépendance négative, c'est lorsque une espèce agit défavorablement sur une autre. Parlons des interdépendances positives. La symbiose, par exemple. Lorsque les espèces se rendent des services mutuels. Prenons l'exemple de la fleur et l'abeille. L'abeille tire de la fleur le nectar. C'est comme qui dirait la fleur qui demande à l'abeille, ma chère abeille, je t'offre quoi, le nectar, et en même temps assure le transport de mes pollens pour assurer la reproduction. Là, il y a des services mutuels que ces deux espèces se rendent. Une bonne interaction entre les deux. Une autre interaction positive, nous avons le commensalisme. Le commensalisme, c'est lorsque l'espèce commensale dépend de l'espèce hôte. L'espèce commensale tire des bénéfices auprès de l'espèce hôte qui ne bénéficie ni ne perd absolument rien. Je prends l'exemple du poisson pilote. Vous allez le voir, hein? J'ai illustré ça dans les livres, oui. Ce poisson traîne toujours aux côtés du requin. Mais le requin ne fait jamais du mal à ces poissons. Pourquoi? Parce qu'il ne se nourrit que de ses excréments. Alors que les requins ne bénéficient absolument rien de ces poissons. De ces poissons pilotes. C'est une relation commensale. Pourquoi? Parce que il y a un profiteur naturel dont les donneurs ne profitent absolument rien. Merci beaucoup. Alors, dans la dynamique des écosystèmes, M. Jean, la surexploitation est-elle dangereuse pour la biodiversité? La surexploitation est dangereuse. Pourquoi? Parce que déjà dans la nature, nous arrivons à distinguer deux groupes de ressources. Il s'agit des ressources renouvelables et des ressources non renouvelables. Lorsque vous surexploitez les ressources non renouvelables, attendez-vous qu'un jour, ces ressources vont tarir. Lorsque vous surexploitez les ressources renouvelables, mais attendez-vous que... D'abord, sachez que ces ressources ne se renouvellent pas dans un laps ou dans quelques minutes. Ça prend du temps. Voilà pourquoi la gestion responsable, l'exploitation responsable est vraiment à adopter pour ceux qui cadrent avec les ressources naturelles. Alors pour vous libérer, finir complètement notre émission, parlez-nous des énergies renouvelables. On en parle encore et écrit partout dans le monde. Que savez-vous des énergies renouvelables dans le cadre de votre démarche écologique? Voilà, les ressources renouvelables sont dites autrement énergies vertes. Les énergies vertes. Des énergies qui ne polluent pas. Des énergies propres pour l'environnement, pour la nature. Entre autres, nous avons les panneaux solaires, donc l'énergie solaire, l'énergie éolienne par des éoliens qui tirent la force ou bien l'énergie cinétique du vent, l'énergie hydroélectrique par les barrages, l'énergie que nous consommons ici chez nous. Voilà, ce sont des énergies vertes dont les sources sont illimitées. Les ressources sont toujours présentes. Et moins dangereuses. C'est ça. Alors, que proposez-vous à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers la radio-télévision Roja? Voilà. Parce que vous nous parliez de l'écologie en général. Voilà. Ce que je peux rappeler à nos téléspectateurs, c'est que nous sommes dépendants de la nature. La nature nous donne tout ce dont nous avons besoin. Alors, à nous d'adopter un comportement responsable pour ce qui est de la gestion des ressources naturelles, pour ce qui est de la gestion de nos déchets, pour ce qui est de la pollution. Examinons toujours
nos actions avant d'éviter les risques. Hein? Pour éviter les risques, examinons toujours les actions que nous sommes en train de mener vis-à-vis de l'environnement. C'est notre cadre naturel, nous devons vraiment protéger ce cadre. Voilà pourquoi j'ai mis à votre disposition ces manuels dans lesquels nous avons proposé plusieurs méthodes pour arriver à gérer nos déchets, gérer la pollution, ainsi exploiter de manière responsable les ressources naturelles au profit des générations futures. Parce qu'il n'y a pas que nous sur Terre, il y a des générations futures qui vont nous remplacer. Ces générations vont vivre de quoi? Voilà pourquoi nous devons adopter cette attitude-là responsable vis-à-vis de la nature. Merci beaucoup, monsieur Jean Chibangu Kabea. Je rappelle que vous êtes géographe environnementaliste, directeur des études, enseignant, professeur des écoles. Alors, vous étiez en train de nous proposer à lire votre production littéraire Écologie générale, la Terre, notre planète vivable. Ça, c'est la 4e production, aux côtés de la première qui parlait encore de l'écologie, première scientifique, écologie pour les élèves de 3e scientifique, 2e scientifique, et enfin écologie pour les élèves de première scientifique. On l'a déjà dit, chers et nobles téléspectateurs, vous nous avez suivis en détail. Vous voulez en savoir plus, procurez à votre enfant, votre fille, votre fils ces livres d'écologie. Il va prendre soin de la nature, il aura à cultiver l'esprit de protection environnementale, car protéger la nature, c'est protéger sa vie. Nous disons un grand merci à la grande famille paulinienne, éparpillée à travers le monde. Nous disons merci à l'équipe technique. Nous disons merci à tous nos téléspectateurs qui nous sont fidèles et sont intéressés par notre émission Un livre, mes idées. Lire un livre, c'est s'enrichir tous les jours, mentalement. Merci. À la présentation, c'était Samuel Tchibouete. À plus pour de nouvelles aventures littéraires. Ciao. Je te